Trois questions à Boris Cyrulnik, neuropsychiatre, psychanalyste, enseignant et écrivain, auteur de Sauve-toi, la vie t'appelle, aux éditions Odile Jacob. Bonjour Boris Cyrulnik. Bonjour. Dans votre ouvrage, vous racontez pour la première fois votre histoire d'enfant juif caché pendant la guerre, votre instinct de vie qui vous a permis de continuer, de ne pas sombrer. Vous commencez votre récit avec votre arrestation en 1937. Vous avez 6 ans et vous dites que vous êtes vraiment né à ce moment-là. Expliquez-nous en quelques mots. Oui, j'ai souvent raconté cette histoire Ouais. depuis la guerre même, mais Pas avec ces mots, en tout cas. mais personne ne m'a entendu Oui. avec ces mêmes mots, mais personne ne m'a entendu parce que la culture n'était pas prête à l'entendre. Alors oui, j'ai été arrêté en 1944. J'avais 6 ans et demi et mon histoire a commencé cette nuit-là, comme beaucoup de gens qui ont été dans la même situation que moi en France et à l'étranger. Après votre arrestation, vous vous évadez d'une synagogue seul. Je me suis posé la question à ce moment-là, où l'enfant que vous étiez a puisé son énergie pour braver seul la loi des hommes à cet âge-là. C'est très tôt. Oui, c'est une question logique qu'on me pose souvent. Je pense que c'est pas une question d'énergie, c'est une question d'un début de personnalité. J'avais compris qu'on allait être tué et que par conséquent il fallait s'évader. Et puis j'ai tenté la chance plusieurs fois et elle a fini par sourire une dernière fois quand je me suis caché sous le plafond et que aucun Allemand ni aucun membre de la Gestapo n'a pensé à lever les yeux vers le plafond. Donc c'est une évasion un peu miraculeuse, hein, mais d'autres enfants l'ont fait à l'étranger. Vous avez survécu tout de même, et là, vous vous taisez pendant quasiment toute votre vie. Vous venez de nous dire parce que personne n'était capable peut-être de vous entendre, voire de vous écouter. Vous vous taisez sur tout ce qui s'est passé, sur ce que vous êtes. Vous vous êtes arrangé avec votre mémoire, du coup. N'est-ce pas le principe du refoulement, ou plutôt celui de la mémoire? Adulte, on réinvente, quoi qu'il arrive, son passé, plutôt qu'on le reconstitue fidèlement. C'est ça, on reconstitue son passé. Ça ne veut pas dire qu'on ment ou ça ne veut pas dire qu'on invente. C'est-à-dire qu'on perçoit des choses partiellement vraies, étonnamment précises, entourées d'un halo, un flou, et c'est là qu'on remanie un petit peu la représentation de la mémoire. Donc c'est pour ça que quand on change de récit en fonction de notre âge, en fonction de notre contexte, mais on a une mémoire très précise, entourée de flou, qui nous permet de recomposer la mémoire. Alors, vous dites donc que votre entourage, ou même pas seulement votre entourage, n'était pas capable de vous entendre. Pourtant, depuis de nombreuses années, on connaît cette page sombre de l'histoire. On est, il me semble-t-il, capable d'en parler. Énormément de livres ont été écrits dessus. Pourquoi cette sensibilité dans l'écoute n'avait pas été acquise comme vous l'entendez dans votre livre? C'est-à-dire que la culture a changé au milieu des années 80 avec des films de fiction, avec des erreurs, ce qui n'a aucune importance, avec, comme vous l'avez dit, beaucoup de romans, beaucoup de publicités, beaucoup de témoignages, mais la culture a changé seulement 40 ans après. Pendant 40 ans, la culture n'entendait pas ces récits qui étaient nombreux, mais Primo Levi a témoigné en 1947, il a fait 700 lecteurs, personne ne l'a lu. C'est-à-dire que tous ces témoignages-là ont été dits, ont été parlés, n'ont pas été entendus parce que la priorité de la culture, et c'était légitime, c'était la reconstruction de la France dans les années d'après-guerre. Donc on ne pouvait pas entendre ces témoignages. Du coup, en attendant que la vérité se fasse, que vous puissiez mettre des mots sur ce qui s'est passé, vous dites que vous étiez double, c'est-à-dire un enfant, un adolescent, un jeune adulte plutôt joyeux, plutôt gai, plutôt agréable, et tout d'un coup, vous pouviez avoir un caractère très ombrageux, et ça, c'était plutôt déstabilisant pour les uns et les autres, mais en même temps très révélateur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que la partie que vous acceptiez de moi, elle travaillait, elle riait, et elle paraissait épanouie, mais il y avait une autre partie sombre, la crypte, une partie sombre, secrète, qui ne pouvait pas s'exprimer. Et ça faisait une personnalité double, une personnalité parfois gaie, parfois travailleuse, et une autre personnalité parfois sombre, comme tous les traumatisés qui ne sont pas entourés. Mis à part le traumatisme, est-ce qu'on a en chacun de nous une part comme ça, une face d'arlequin? Oui, c'est ça.
tous les gens qui ont connu des blessures, même les héros, ont eu du mal à parler de leur guerre parce que ça les mettait en situation hors société. Et que même les héros n'ont pas parlé de ce qu'ils ont fait, les justes n'ont pas parlé du tout, ils ont risqué leur vie pour protéger des enfants qu'ils ne connaissaient pas. Aucun n'a témoigné, aucun ne s'est présenté comme un héros. Dès l'instant où quelque chose sort de la culture, on a du mal à en parler, on ne peut parler que la doxa, les stéréotypes peuvent entendre. Donc c'est pour ça que les artistes, les romanciers, les gens de parole sont importants, parce que c'est eux qui permettent d'ouvrir les oreilles. Vous parlez évidemment de votre enfance, et à la lecture de votre livre, ça nous renvoie à notre enfance. Une dernière question très rapidement. Est-ce que l'enfance n'est pas au fond le monde le plus secret qui soit, avec ses mystères, ses interrogations, ses silences, ses refuges en soi-même? Est-ce qu'une vie suffit vraiment à lever le mystère de notre être qui s'est installé dans l'enfance? Tout à fait. Je pense même que quand un enfant fait secret, il a l'impression que sa personnalité se clôt et qu'il se protège. Je peux ne pas tout dire, j'ai un monde intime dans lequel les adultes n'entreront pas. Et la personnalité se constitue à ce moment-là. Donc, si un enfant a envie de parler, on doit l'écouter, bien sûr, mais on ne doit pas le forcer à parler. Merci beaucoup Boris Cyrulnik, vous êtes neuropsychiatre, psychanalyste et l'auteur de Sauve-toi, la vie t'appelle aux éditions Odile Jacob, un livre très accessible évidemment et très profond. Merci beaucoup Monsieur Cyrulnik, bonne journée à vous. Merci. Bonne journée, merci, il est 9h moins le quart. 3 questions à